Dernière partie d'Estelle Midi sur RMC Story, toujours en direct du salon de la rénovation, le salon Reno Days aux portes de Versailles. Et on est avec Laetitia Nallet qui vous a donné plein d'astuces pour bien rénover votre logement dans Estelle Midi. Bonjour Laetitia. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Et on est évidemment toujours avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Anne-Sophie Saint-Père et Fred Hermel. Avec vous, Laetitia, on va s'intéresser à la hausse du jour. Et cette hausse, elle vous concerne puisqu'elle concerne les travaux de rénovation. Justement, 25% d'augmentation pour ces travaux en un an. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, eh bien, les aides gouvernementales ne compensent pas tout, loin de là. Et non, parce qu'il y a un reste à charge. Et ça, c'est un vrai frein pour se lancer dans les travaux. Le reste à charge qui atteint un niveau record malgré les aides. Selon une étude menée par Elio, dans le cas d'une rénovation globale, le reste à charge est estimé à un peu plus de 39 000 euros pour un ménage précaire. C'est énorme. Et 44 000 pour un foyer modeste. Ce sont des chiffres qui datent d'avril 2023. Alors franchement, voilà, on veut bien tous aider à la transition écologique, rénover nos logements, mais quand il faut sortir 44 000 euros, c'est pas donné à tout le monde non plus. Hein. Mais c'est fou ce que vous dites, parce que c'est vrai que ça fait des mois et des mois que l'État nous pousse à rénover nos logements. Nous, on a Anne-Sophie Saint-Père dans l'émission qui nous dit à chaque fois il faut rénover les logements, de faire une rénovation énergétique, c'est hyper important. Mais c'est hyper important et c'est même urgent. On a vu la canicule ces derniers jours, il faut s'inquiéter et il faut prendre ça en compte. Mais après, il y a aussi un problème d'argent. Voilà, 44 000 euros voilà, pour un ménage précaire, évidemment, c'est impossible. Et pourtant, il y a des aides. Laetitia, il y a des aides aujourd'hui pour les ménages. Quelles sont-elles? Alors, les aides, déjà, avant de démarrer, il faut connaître la classe énergétique de votre logement. Est-ce que mon logement est bien ou pas bien? Donc ça, vous faites faire un DPE, diagnostic de performance énergétique. Si vous avez une mauvaise lettre, c'est-à-dire à partir de la lettre F, aïe, ça coince, votre habitation n'est pas top, elle est même peut-être passoire énergétique. Là, vous allez faire réaliser un audit. L'audit, ça va être des relevés assez complets avec des calculs qui vont prendre en compte plein de choses et qui vont dire, voilà, ce qui ne va pas dans votre logement, c'est ça, ça, ça et ça que vous devez faire comme travaux. Donc ça, c'est très pratique. Et après, quelles aides existent? Sur ce plateau, on a réuni nos 5 experts et on va tout de suite commencer avec Arthur Bernago qui est là, qui est notre expert des aides. Alors, il y a plusieurs aides qui existent et qui sont cumulables, Arthur. Lesquelles? Oui, absolument. Vous avez d'abord l'aide, la prime énergie, donc financée par les certificats d'économie d'énergie. C'est les fournisseurs d'énergie qui financent. Ensuite, vous avez Ma Prime Rénov', plus connue depuis quelques années, financée par l'Agence nationale de l'habitat. Puis vous avez d'autres aides comme la TVA à taux réduit ou l'éco-prêt à taux zéro qui peuvent financer vos travaux de rénovation énergétique. Et comment obtenir les aides? Là aussi, il faut respecter un certain parcours. Oui, qui peut être un parcours du combattant si on est mal accompagné. Les 3 règles principales, c'est d'abord d'identifier si les travaux qu'on veut faire sont éligibles à ces différents dispositifs et qui sont cumulables. Ensuite, faire appel à un professionnel RGE, reconnu garant de l'environnement, sur son domaine de compétences. Et très important, il faut demander ces aides avant de signer son devis. Ça, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Ouais, sinon, c'est hyper grave, ça ne fonctionne pas. Et qui avance l'argent pour les aides en fait? Parce que si c'est les particuliers et qu'il reste 44 000 à charge après aide, ça veut dire que sans les aides, ça fait quoi, 70, 80 000 euros à avancer? C'est pas possible. Alors ça dépend, ça peut être les fournisseurs d'énergie, donc avec les CE qui avancent les aides. Ça peut être aussi l'artisan qui va les avancer, et ça c'est quand même super pratique et ça vous offre un certain confort. Et puis, comment? C'est peut-être un peu opaque. Parce non, c'est pas opaque. Ah, d'accord, non, parce qu'il va les déduire de son devis, donc là c'est très clair. Ou alors, évidemment, ça peut être vous le particulier, mais bon, vous prenez un peu plus de risques. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait ces aides? Eh ben, il faut aussi penser à faire plutôt une rénovation globale. C'est mieux de faire tout d'un coup. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Parce que ça coûte moins cher. Parce que oui, on a plus d'aides, ça revient moins cher. Et puis, c'est plus cohérent surtout. Attention, il y a beaucoup d'arnaques autour du monde de la rénovation énergétique aussi. Donc, on va se pencher sur tout ça en répondant à des questions maintenant. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là pour vous aider également aujourd'hui. Vous êtes déjà nombreux à nous envoyer des questions sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio. Et évidemment, on y répondra avec tous nos experts, nos 5 experts aujourd'hui dans Estelle Midi. Alors, l'État doit-il plus aider sur la rénovation énergétique des logements? Anne-Sophie Saint-Père. Sans surprise, oui, c'est un grand oui, c'est absolument urgent pour des enjeux climatiques et puis aussi parce qu'il y a de plus en plus de familles qui souffrent de la chaleur ou du froid dans leur logement, donc il faut rénover les logements. Ensuite, il y a une myriade d'aides, c'est très compliqué, il faut absolument aller vers des rénovations globales et donc il faut accompagner les gens pour avoir des rénovations globales et un suivi et une aide pour trouver les subventions qui sont adaptées aux revenus, les modalités de prêt, on peut avoir des mensualités qui sont adaptées aux
qui sont alignés sur les économies d'énergie, par exemple, pour que ce soit plus indolore. Et par exemple, en Île-de-France, il y avait Île-de-France Énergie qui était l'agence qui accompagnait de l'audit au chantier sur le diagnostic et sur tout le suivi pour la rénovation des copropriétés. Il y a 6 mois, Valérie Pécresse a arrêté ça et a décidé que l'agence n'allait faire que de la rénovation de bureaux et d'entreprises. Donc il faut absolument que l'État investisse davantage dans l'accompagnement des particuliers pour la rénovation du logement. Et pour aider les particuliers, justement, il y a les experts. Laetitia, il ne faut pas hésiter à aller voir des experts. Il ne faut pas se lancer tout seul dans ce genre de chantier. Voilà, et c'est pour ça que sur RMC, on en a réuni 5 d'ailleurs, qui depuis quelques mois nous accompagnent et répondent à toutes nos questions. Et on vous les présentera dans quelques minutes pour qu'ils vous répondent, évidemment. C'est très important, effectivement, de se faire accompagner et surtout pas de réagir en monogeste. C'est-à-dire de se dire, tiens, mon voisin, il a changé ses fenêtres, elles sont pas mal. T'es allé chez qui? Et il va vous donner le nom. Et puis, en fait, peut-être qu'il ne faut pas du tout commencer par là chez vous. Donc, ne faites pas tout seul dans votre coin des petites actions isolées. Ce que moi, j'ai fait, d'ailleurs, avant de me lancer dans tout ça. Maintenant, je fais gaffe. Ça y est, on a tout faux. Bon, voilà, ça, c'est une erreur. C'est génial parce qu'on fait petit par petit. En fait, au final, la note est extrêmement salée. Fred, vous qui êtes celui qui s'en fichait le plus de la rénovation énergétique, vous passez votre temps à nous dire que vous mettez la clim l'été et vous chauffez à 23 l'hiver. Est-ce que quand même, voilà, les arguments de Laetitia vous ont conquis et vous êtes prêt, vous Fred, à faire des travaux dans votre logement? Quelle image vous donnez de moi? C'est l'image que vous-même donnez de vous, Fred. Pour moi, ce ne sont pas des aides. Pour moi, c'est de l'investissement de l'État. Oui. Parce que c'est rentable pour l'ensemble de la société. Parce que voilà, à partir du moment où on va moins, grâce à cette rénovation, si les foyers gaspillent moins, en fait, même pour la balance commerciale, etc., parce qu'on importe du pétrole, on n'a pas de pétrole en France. On importe du pétrole, on se chauffe aussi avec du pétrole, et beaucoup en France. Chez moi, ma mère, c'est encore une cuve de fioul, comme beaucoup de gens dans les villages. Il faut l'inciter à changer. Oui, mais ça coûte très cher. Donc voilà. Mais non, mais tout simplement, c'est tout ce qui va permettre de réduire notre facture. La facture énergétique des gens, donc de l'ensemble de la société, c'est bon pour le pays. Donc c'est pourquoi ça va pour la planète aussi. Oui, déjà, moi je regarde la France. Moi je regarde déjà la France. Voilà. Moi je vais pas tenir un grand. Non mais sa planète c'est la France. Oui, mais voilà. Regarde d'abord le Nord. Oui, mais vous savez, si vous voulez convaincre les gens, parlez déjà de leur vie au quotidien. Parce que la planète, c'est pas compréhensible. Quand on dit c'est bon pour la France, c'est bon pour les gens, c'est bon pour la France, qu'on puisse rénover les habitations, les logements et faire des économies. Et ben moi, je trouve ça très bien. Thierry Moreau, est-ce que ça doit être l'une des priorités du gouvernement, justement, d'aider les Français à pouvoir rénover leur logement? Évidemment, je vais aller un peu dans le même sens que Fred en essayant d'être un petit peu moins chauvin, entre guillemets. C'est un investissement en ce sens que des familles qui sont, par exemple, mal logées, elles tombent plus souvent malades. Et donc, il y a un coût sanitaire après qui est beaucoup plus important. Si on a un habitat qui est propre et qui est sécure en termes d'énergie, on va moins tomber malade, on aura moins chaud l'hiver, moins froid l'été. Enfin, donc, c'est vraiment de l'investissement. Je trouve que pour chaque euro mis là-dedans, c'est dans notre économie déjà. Et puis deuxièmement, ça permet effectivement sur le long terme d'éviter un certain nombre d'inconvénients. Après, moi, les questions que je me pose, c'est, moi j'ai une vieille maison, c'est une passoire énergétique parce que les fenêtres sont très anciennes, j'ai une chaudière au gaz, je ne sais pas vraiment où m'adresser pour les aides. Par exemple, je ne sais pas si le DPE est gratuit, à qui m'adresser pour le faire. L'audit, est-ce qu'il est gratuit et à qui je m'adresse pour le faire? Comment ça se passe ça? Alors peut-être que le mieux, ça soit que Arthur nous réponde sur le DPE et sur l'audit, mais je sais qu'il y a des aides pour l'audit notamment. Oui, il y a des aides pour l'audit à condition qu'on déclenche des travaux derrière. Donc de toute façon, on parle depuis tout à l'heure d'investissement, c'est toujours rentable de faire une photographie du logement, donc le DPE qui va vous donner une lettre, et ensuite, en vue de faire des travaux, de faire un audit pour savoir dans quel sens on les fait, quels travaux on fait ensemble pour être cohérents, comme on disait tout à l'heure, et pas faire l'un puis l'autre, parfois à 10 ans d'écart, pour que tous les pros soient coordonnés et travaillent ensemble pour la meilleure efficacité possible. Donc il y a des aides pour les travaux et il y a des aides pour les pré-études avant travaux pour faire les bons choix. DPE, effectivement, audit, c'est payant. Et après, il faut souvent même faire des études thermiques, je ne sais plus le mot. Enfin, des études thermiques. Rémi Barré, vous avez énormément thermodynamique, de messages sur l'appli RMC. Alors, qu'est-ce qui motive le plus nos téléspectateurs et nos auditeurs? Il y a des questions très très concrètes, notamment des questions sur le financement, on en parle depuis tout à l'heure. Et il y a Patrick qui nous dit, moi j'ai demandé des devis à 3 sociétés pour une isolation extérieure. Les prix vont du simple au double. Comment l'expliquer?
Alors, on a plusieurs experts réunis autour de la table qui nous ont accompagnés pendant ces 3 mois. Il y a Julien Fournier à droite avec la chemise blanche là que vous voyez. À ses côtés, donc, c'était Arthur Bernago. Derrière, nous avons Oussama Djedi et puis Amaury Dutertre et Élie Bouche. Voilà, on les a présentés tous les 5. Ils sont super, ils sont avec nous. Donc, qui a envie de répondre à cette première question sur pourquoi il y a des écarts comme ça dans les devis? Allez, Julien. Allez, je me lance. Donc déjà, le bon réflexe de l'auditeur, c'est d'avoir consulté plusieurs entreprises pour se faire un avis. Ensuite, il faut lire le contenu du devis. Donc si on n'est pas compétent dans le métier ou dans la reconnaissance des matériaux, il vaut mieux faire appel à un expert et à ce moment-là, de se faire accompagner par un maître d'œuvre ou par un architecte qui pourra décrypter le contenu d'un devis. Sinon, c'est 14%, mais enfin bon. Voilà. Oui, mais encore de l'argent en plus. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Et sinon, voilà, c'est de regarder le contenu du devis et puis si des prestations sont identiques ou différentes. Voilà, tout simplement. Oui, mais c'est vrai que quand on commence à réfléchir à tous ces sujets, on s'aperçoit que voilà, les sommes s'accumulent. Il y a des aides, mais ça revient très très cher. Oui, je suis désolée, quelqu'un de précaire qui veut changer sa chaudière, il va pas prendre un maître d'œuvre ou un architecte qui, en plus, s'il tombe pas sur le bon, va lui dire oh là là, mon petit bonhomme, attendez, il y a votre chaudière, et puis il y a vos vitres, et puis oh là là, les murs ils sont mal isolés, dites donc. Et puis du coup, il va peut-être lui surdimensionner sa chaudière, qui ne sera pas efficace. Et encore une fois, un maître d'œuvre, un architecte, c'est 14% du montant des travaux. Donc, si c'est pas le bon architecte ou le bon maître d'œuvre, eh ben, ça veut dire qu'il va faire gonfler le montant des travaux. Donc, et qui dit faire gonfler le montant des travaux, dit faire gonfler le montant de sa com. Et donc, au final, ça vous coûte encore plus cher. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit non plus la panacée pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. C'est très caricatural parce que, imaginons, prenons un autre exemple. Allons dans le garage. Vous achetez des pièces auto, vous regardez sur Internet les différences entre les pièces auto, etc. Vous y rajoutez de la main-d'œuvre ou pas. Et ensuite, soit vous n'y connaissez rien, vous allez chez un garagiste qui vous fait la prestation et qui s'occupe de tout. Donc, le conseil, des fois, de partir du mauvais pied, de lancer un chantier et de se rendre compte en cours de route que l'artisan en a oublié la moitié et quand on remet tout, ça fait 2 fois le prix de celui qui était 2 fois plus cher au départ. Voilà, le défaut de conseil peut des fois coûter bien plus cher que la différence entre les devis. Donc, un mauvais conseilleur, voilà. Donc bon pas l'artisan, plutôt le maître d'œuvre. D'autres questions également sur l'appli RMC, Rémi. Marine qui nous demande est-ce que c'est vraiment possible de faire passer une habitation classée G à une habitation de la même classée A une fois la rénovation faite? Est-ce que les travaux ne vont pas me coûter le prix d'une nouvelle maison? Ah oui, ça va coûter cher, je pense. Oui. Qui veut répondre? Allez, Élie Bouche, on y va, qui est architecte. Oui, alors de passer de la classe G à la classe A, il est bien évident que c'est une question de budget aussi. Il n'est pas qu'une question de technique. Il faut d'abord faire une étude globale. Ça, de toute façon, l'étude doit être globale. On doit relever toutes les faiblesses et on peut travailler par étapes. Il est très important, c'est d'avoir la logique de l'enveloppe complète. C'est-à-dire que si on fait la façade, il faut le faire les fenêtres. Il faut quand même terminer l'enveloppe. Et puis, bien entendu, il est très 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 important d'avoir une bonne ventilation parce qu'une rénovation et une qualification comme ça, une requalification, il faut que la ventilation soit de très bonne qualité avec de préférence bien sûr la double flux. Mais Élie Bouche, est-ce que par exemple c'est une utopie de vouloir faire passer son logement en A? Est-ce que quand on est en G, on peut se dire que C c'est déjà très bien? Mais c'est déjà très bien d'abaisser de 50% ses consommations, bien entendu. Après, il y a aussi un mode de vie, c'est-à-dire que dans un logement qui a été rénové thermiquement, on vit autrement. En fait, sur le papier, on aura 50%. Mais dans la réalité, on va se rendre compte qu'on va encore faire des économies au mode de vie. C'est-à-dire, quoi comme exemple concret? J'ai pas compris. Quel exemple concret? Comme exemple concret, on a moi je sais qu'on fait énormément de restauration de vieilles fermes franc-comtoises dans le Jura, bien sûr. Et là, on n'est même pas en G, on est en X, Y, Z. Enfin, voilà. Mais enfin, ce n'est pas complètement vrai parce que ces maisons ont une très forte inertie, elles ont des très gros murs, donc il faut accompagner. La fraîcheur l'été. Et il faut accompagner. Et en fait, le meilleur des exemples, c'est que à chaque construction, à chaque chantier, son mode de rénovation. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas être sur des recettes de cuisine toutes faites en disant moi j'ai l'habitude, c'est comme ça, vous allez mettez ça, mettez votre chaudière comme ça. Il faut
d'abord étudier, il faut analyser, faire un très bon relevé sanitaire et constructif, et puis travailler globalement. Rémi, je me tourne à nouveau vers vous. Allez, ce message de Thierry, comment être certain, bah oui, l'argent toujours, hein, de ne pas se faire avoir. C'est bizarre ça. Ben oui, comment être certain de ne pas se faire avoir. On fait confiance à un artisan, mais s'il nous met un autre isolant que celui prévu, bah on le verra pas. Ou s'il fait des erreurs dans la pose, comment savoir que ça a été bien réalisé? Aïe, 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 Amaury du Tertre. Bonjour à tous. Alors sur la question de la confiance, il y a déjà des labels de qualité, c'est-à-dire que quand vous faites appel aux aides, vous allez faire appel à des entreprises qui sont certifiées Qualibat RGE. Donc ça fait appel à un certain savoir-faire métier. On parle beaucoup d'argent, mais on parle très très peu en fait des modes de mise en œuvre en fait des produits qu'on va installer dans le cadre d'une rénovation énergétique. La seconde chose, ça peut être simplement un contrôle visuel, c'est-à-dire que vous signez dans le devis, on se doit d'être exhaustif. Donc on va inscrire l'intégralité, la marque du produit, la marque de l'industriel qui fabrique le produit. On va inscrire également la méthodologie de pose. Donc c'est assez simple, même si vous ne connaissez pas vraiment notre métier qu'est le bâtiment, de contrôler ce qu'on va mettre en fait tout simplement en œuvre chez vous. Et après, je passerai peut-être la parole à Oussama à côté, mais il ne faut pas oublier que quand on fait appel aux aides, nous, entreprises du bâtiment, on est assujettis à des contrôles d'organismes qui sont cofraqués, donc avec lesquels on n'a pas de lien direct, si vous voulez. Et donc eux, leur boulot, c'est de venir contrôler qu'on ait bien fait le travail. Et moi j'ai une petite astuce également, c'est quand vous faites des devis, demandez des photos. Voilà, ça se fait. Et en fait, vous avez vos artisans qui, dans le devis, vous met des photos de ce qu'il va mettre en fait. Alors ça peut être l'isolant, même les vis, etc. Ouais. Mais moi maintenant, je demande toujours des devis avec des photos. Alors l'artisan n'est pas toujours très content, mais au moins vous pouvez contrôler. Et puis après, ça vous permet de voir s'il y a une différence ou pas. Parce qu'il faut aussi la fiche technique, mais c'est vrai qu'on la lit pas toujours. Ben non, tu vas pas aller lire les petites lignes, etc. sur ta vis ou ton isolant et pour voir la différence entre deux isolants. Alors parfois ça se voit quand c'est de l'isolant en jean par exemple, en coton, tu vois la différence avec de la laine de verre, mais tout se voit pas forcément. Et quand tu as la photo, tu peux vérifier et je pense que c'est aussi un gage de sécurité. Et puis aussi les entreprises, vérifier que ce sont des entreprises qui ont 6 mois, 1 an ou plus de pignon sur rue, pas une entreprise qui a été créée il y a 2 mois. Il suffit de taper sur Internet Infogreffe pour juste voir si c'est une entreprise sérieuse. Parce qu'il y a trop de gens qui se font avoir par des gens qui créent des entreprises, qui plantent et qui en refont d'autres derrière. Et le bouche à oreille, évidemment, si votre voisin il est hyper satisfait. On en a parlé vendredi. Et vous pouvez aussi demander à visiter les chantiers d'un artisan. Si par exemple vous avez un peintre, vous pouvez très bien lui dire qu'est-ce que vous avez fait et visiter son chantier. Et souvent le propriétaire de la maison qu'il a rénovée, par exemple, sera ravi de vous montrer sa maison, etc. Et il vous dira s'il a eu des problèmes ou pas, s'il y a eu des retards, si tout ça. Et donc, c'est du contrôle et de la sécurité. Alors, les bureaux de contrôle, c'est assez intéressant. Ça serait bien de savoir quand est-ce qu'ils viennent, parce que je crois que c'est assez aléatoire. Oussama Djedi, vous ne venez pas vérifier tous les chantiers. Non, alors déjà, l'État a mis en place ça. Quand on face à une aide, il y a un contrôle qui est fait, qui est aléatoire. Et par échantillonnage, donc sur une centaine d'opérations, vous allez contrôler 10, 15, 20. Et puis ça donne lieu à des rapports de contrôle. Soit le chantier est conforme du premier coup et tant mieux pour tout le monde, soit il ne l'est pas. Et là, il y a tout un service après-vente, on va dire, qui se déclenche et qui remet en conformité les travaux. Donc, mais ça veut dire que j'ai pas mes aides du coup si mon chantier n'est pas conforme, par exemple. Alors, si l'artisan a avancé les aides, il en va aussi de sa responsabilité de mettre en conformité son chantier pour recevoir lui ses aides, et donc ça déporte un peu la responsabilité ailleurs. Mais effectivement, le choix de l'artisan est crucial pour la suite, parce qu'en termes que ça soit de conformité, que ça soit d'assurance derrière, etc., c'est très important de faire confiance à des artisans entre guillemets du coin qu'on connaît ou que nos proches connaissent, sur lesquels on a un avis tranché, et puis voilà. Rémi, d'autres questions sur l'appli RMC? Une question d'actualité avec cette question de Jennifer. Avec les dernières canicules, nous souhaitons faire installer une climatisation chez nous. Est-ce que ça entre dans le cadre d'une rénovation énergétique? Amaury, peut-être. Est-ce que c'est déjà écolo, la clim quand même? C'est la question de ces 2 derniers mois la plus récurrente finalement. Bah oui. Je vais rejoindre Elie là-dessus. La première question qu'il faut se poser, c'est la question de l'enveloppe du bâtiment. Vous parliez de preuves concrètes. Nous, aujourd'hui, on isole
isole notamment des combles perdus avec différents matériaux qui ont un fort pouvoir de déphasage thermique. Et sans installer de climatisation, en ventilant correctement sa maison et en isolant correctement sa maison, on arrive à gagner jusqu'à 6-7 degrés dans les chambres qui se trouvent sous les combles. Donc ça, c'est le premier point. Par rapport à la question qui porte sur les aides, la climatisation, c'est du confort. Donc la PAC RR est assujettie aux aides. PAC, pompe à chaleur. Pompe à chaleur, RR, pardon, oui, est assujettie aux aides. La clim en tant que telle, non. Libre à l'entreprise que vous allez consulter de considérer que c'est un système de chauffage ou une climatisation. Notre partie à nous aujourd'hui, c'est plutôt de réexpliquer, de reprendre le chantier en fait dans le bon ordre, c'est-à-dire l'enveloppe du bâtiment, gérer l'usage du bâtiment et enfin déterminer quel est le bon mode soit de chauffage, soit effectivement de climatisation. Mais même la clim réversible qui fait chauffage l'hiver et clim l'été? C'est ce qu'on appelle la pompe à chaleur, nous plus communément RR. Nous typiquement en Auvergne, je considère, alors c'est un avis qui est tranché, que c'est un chauffage d'appoint. Ceci étant dit, si on a une enveloppe du bâtiment qui est correcte, ça peut devenir votre source de chauffage principale. Il y a tout un tas après d'éléments techniques qui vont venir, qu'on va venir analyser. C'est ce que j'ai mis chez moi. Ouais. Tête, je suis sûre. Je ne sais pas où vous habitez, Estelle, en l'occurrence, mais nous, par exemple, quand vous dépassez 1000 mètres d'altitude, c'est peut-être pas le meilleur mode de chauffage qu'on va préconiser à nos clients. Non, ça c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Laetitia Nallet. Merci pour toutes vos chroniques dans Estelle Midi. Merci à tous nos experts d'être venus nous renseigner. C'était vraiment très, très intéressant. Merci pour tous vos conseils. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vont avoir envie de rénover leur maison grâce à vous de manière énergétique. Évidemment, on ne parle pas de peinture. Un dernier mot avec vous, Anne-Sophie Saint-Père. Je voulais juste conclure parce qu'on parlait de la responsabilité de l'État là-dedans. Je trouve ça très dur de mettre les individus face à la responsabilité de la rénovation de leur logement. Bien sûr, il y a un gain de bien-être individuel, il y a un gain sur la valeur du logement, mais en fait, c'est une politique publique de lutte contre les changements climatiques et il faut absolument qu'il y ait un accompagnement de l'audit au chantier parce qu'en fait, si on se retrouve face à cette myriade d'aides d'entreprises et d'artisans, bien sûr que on va paniquer et il faut que ce soit mis en place. Et encore une fois, c'est un scandale que la région Île-de-France ait mis fin à cet accompagnement pour les copropriétés, alors que c'était un modèle en Europe et qu'il faudrait le développer bien plus largement. On ne peut pas laisser les individus seuls, alors que c'est une responsabilité collective. Merci beaucoup, Anne-Sophie Saint-Père. Merci, Laetitia Nallet.